Il est 13 h, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Grosse perte pour le Bénin. Albert Tévoé-Djere, grande figure intellectuelle et artisan de la transition démocratique, est décédé ce mardi à Porto Novo. Retour sur l'homme, ses convictions et son activisme dans ce journal. 6,4%, c'est la projection de croissance du Bénin pour l'année 2019. L'annonce a été faite par le chef de mission du FMI en présence du ministre des Finances à suivre le point de la conférence. Et puis Niki accueille dans quelques heures les festivités de la Gani. Le conseil communal de la ville met les bouchées doubles pour une organisation sans faille. Les détails dans ce 13 h. Et un invité dans ce journal, M. Noël Alagbada, journaliste retraité, ancien directeur de publication du journal Erouzou, aujourd'hui La Nation. Bonjour M. Alagbada. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur le plateau. On parle avec vous de la triste nouvelle de la mort du professeur Albert Tévoé-Djere. Oui, une bien triste nouvelle. Merci de rester avec nous. Je vous retrouve dans un instant. C'est une bien triste nouvelle pour le Bénin, je l'annonçais, Albert Tévoé-Djere est mort. L'ex-médiateur de la République du Bénin au cadre de l'État, plusieurs fois ministre, ancien candidat à la présidence de la République et s'est éteint ce 6 novembre 2019, à quelques jours de son 90e anniversaire. Et en 90 ans de vie, le professeur Albert Tévoé-Djere aura marqué bien des générations dahoméennes et béninoises. Retour sommaire sur son parcours avec James William Bagiti. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans perdre un instant te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. Il était surnommé le renard de Djeregbé, cette région proche de la capitale Porto Novo, où il résidera une bonne partie de sa vie. Ce surnom lui venait non pas seulement de l'image d'homme politique rusé que lui avaient collé certains de ses adversaires et même de ses admirateurs, mais de ce qu'un de ses précepteurs, Monseigneur Louis Parizeau, percevait en ce jeune pensionnaire du séminaire Saint-Gall de Ouidah une intelligence hors norme. La vie du jeune Albert n'aura pas démenti cette presque prophétie. Né à Porto Novo le 10 novembre 1919, dans une fratrie de 7 enfants, Albert Tévoé-Djere reçoit une éducation catholique stricte, religion dont il ne se détournera pas de toute son existence. Au sortir du séminaire Saint-Gall, il s'expatrie à Dakar au Sénégal où il intègre le lycée Van Vollenhoven, puis l'Institut des hautes études. Nanti d'un certificat propédeutique lettres en 1953, il épouse la même année Isabelle Ekoué dont il aura 3 enfants. Albert Tévoé-Djere, admis à poursuivre ses études à Toulouse en France, va s'illustrer également en tant que militant anticolonial au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, mais aussi en fondant avec Jean Pliat et Joseph Kizerbo le mouvement de libération nationale MLN. Il enseignera dans les plus prestigieuses universités, notamment à Harvard aux États-Unis, Georgetown, Washington DC et l'Institut des hautes études de Genève en Suisse. Il sera aussi porté à la haute fonction de directeur général adjoint du Bureau international du travail au cours de sa longue carrière internationale. Mais à côté d'une carrière ponctuée de nombreuses publications, Albert Tévoé-Djere a été un acteur politique prolifique. Rapporteur de la Conférence nationale des forces vives de 1990 au Bénin, candidat, 3e à la présidentielle de 1991, opposant à Nicéphore Soglo, ministre de Mathieu Kérékou, il atteint l'apogée de sa carrière nationale avec la fonction de médiateur de la République obtenue en 2006 pour une durée de 7 ans. Au plan international, son rôle reste prééminent. Représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire entre 2003 et 2005. Ce sont les activités de nature sociale qui prendront le pas au cours des dernières années de vie du professeur. La promotion de la paix entre les peuples par le dialogue interreligieux notamment.
Le dernier combat d'Albert Tevoidjere était soutenu par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Un bonheur de servir, qu'il reste à ceux qui l'ont aimé de démontrer pour perpétuer sa mémoire. Et puis Albert Tevoidjere, c'était une plume et un intellectuel de haut vol. En témoignent ses écrits ainsi que ses discours, celui notamment qui fera date où il déclarait à la clôture de la conférence nationale: nous avons vaincu la fatalité. Retour sur ce grand moment de prose esquis. C'était en février 1990, il y a 29 ans, Albert Tevoidjere, le grand tribun. Nous sommes fidèles aux décisions que nous avons prises, sont déjà résolues en puissance. Il serait tragique que notre sort, le sort de tout ce peuple, soit celui de l'aiglon, vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Alors, parce que nous avons juré de ne plus jamais humilier l'intelligence, parce que les chaînes sont brisées et que nous avons définitivement conquis le droit de parler au nom de l'Afrique et des libertés fondamentales des hommes et des femmes de ce continent, parce que nous entrons désormais en partenaire majeur dans un monde majeur, parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Il est surnommé le renard de Djeregbé. Il s'est engagé dans les ordres en tant que membre honoraire et a pris le nom de frère Melchior. Homme de foi et d'esprit, il est une figure politique majeure de ces 50 dernières années. Grand panafricaniste, Albert Tevoidjere est reconnu dans le monde comme un homme de paix. Albert Tevoidjere, un homme de conviction, c'est un portrait signé Ghislain Boguet. Ce jeune homme est un renard. Ce sont les propos de Monseigneur Parizeau sur Albert Tevoidjere. Le jeune Albert, issu d'une fratrie de 7 enfants, est né le 10 novembre 1923. Il grandit dans une famille catholique fervente, le père étant catéchiste. Il entre au séminaire Saint-Gall de Ouida à 12 ans. Une éducation et une foi qu'il gardera. Albert Tevoidjere est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales et licencié d'histoire. Sa carrière politique est aussi riche que celle internationale. L'ancien dirigeant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France s'est engagé en politique dès l'indépendance du Dahomey. Il a été secrétaire d'État à la présidence, ministre de l'Information, député à l'Assemblée nationale de avril 1991 à mars 1996, ministre du Plan, de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi. Il a été le premier médiateur de la République. Albert Tevoidjere a été de février 2003 à janvier 2005 chef de l'ONUCI, la mission des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire. Il lui a reconnu une vocation panafricaine pour son engagement en faveur du continent. Il a créé en 1987 le Centre panafricain de prospective sociale, une institution de recherche, de formation et d'exécution de programmes en matière de développement socio-économique en Afrique. Si le développement est le niveau de la paix, ça veut dire que si toutes les religions, les adeptes, les responsables se mettent ensemble pour que l'eau potable que l'on découvre ensemble soit l'œuvre de tous les adeptes des religions, il n'y a pas de nécessité de se battre. Ce sens de l'engagement, ces dernières années, a pris la forme d'une volonté de servir dans l'humilité. Si c'est utile que je sois là pour encourager, je viens. Si c'est pour qu'on dise que moi je vais être grand, je m'en fous. Dieu seul est grand. Auteur prolifique et homme de foi, il n'a jamais laissé de côté ses convictions de chrétien catholique. Ne coupez jamais avec la souche. Il s'est même engagé dans la Société des missions africaines en 2013 comme membre honoraire. Albert Tevoidjere est un esprit vif, alerte et vaste. Entre Nicolas Machiavel et lui, ses amis continuent de se demander qui est le maître de qui, ou plutôt, qui a lu qui. Cette vivacité d'esprit ne l'a pas fait perdre de vue la vacuité des choses de la terre. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière.
Poussière, il est retourné et la mort de Tevoa Idré laisse le peuple béninois dans la consternation. La perte d'Albert Tevoa Idré laisse aussi un vide intellectuel tant les qualités de l'homme en la matière sont énormes. L'INEC Aguazarou nous dresse ici les valeurs intellectuelles de l'homme que le Bénin pleure. Albert Tevoa Idré, l'évocation de ce nom fait penser à un homme à la densité intellectuelle exceptionnelle, une éminence grise confirmée. Celui-là même que ses pères ont surnommé sur les bancs d'école Bossuet, du nom du célèbre prêtre-poète, du fait de son amour prononcé pour la littérature. Il a d'ailleurs de qui tenir pour être passé entre les mains de Monseigneur Parisot qui dira de lui « Ce jeune homme est un renard. Si j'étais chef d'État, j'en ferais un diplomate. » Tant l'intellect du jeune garçon était remarquable. Étudiant, il occupa le poste de secrétaire général adjoint de la légendaire FEANF, Fédération africaine des étudiants noirs de France, et fut le rédacteur en chef du journal L'étudiant d'Afrique noire. Dans son parcours, Tevoa Idré s'associa à deux autres sommités, Joseph Kizerbo et Jean Plia, pour fonder le MLN, Mouvement de libération nationale, un mouvement aux dimensions panafricaines qui prônait une totale et complète indépendance de l'ensemble des États africains. Détenteur d'une licence en histoire, le renard de Djeregbé a été un enseignant hors pair à l'école normale d'institutrice de Cahors en France et un chercheur émérite à l'université de Fribourg en Suisse où il a soutenu sa thèse de doctorat en économie et sciences sociales. Après son départ de l'UAM, Union africaine et malgache en 1963, l'homme s'est vu confier la direction de plusieurs séminaires à Georgetown, Washington, D.C. et à l'Institut des hautes études internationales de Genève en reconnaissance de la qualité et de la pertinence de ses travaux de recherche. À Harvard, l'une des plus prestigieuses universités du monde, il sera chargé de recherche. Il y publia d'ailleurs son étude Pan-Africanism in Action and Account on the UAM. Albert Tevoa Idré, qui a été aussi professeur à l'Université Paris-Sorbonne et à l'Université de Toulouse en France, a mené de grandes réformes pour le compte du Bureau international du travail et du Centre panafricain de prospective sociale qu'il a créé. Le coordonnateur du projet des Nations Unies millénaire pour l'Afrique est aussi l'homme de la conférence nationale dont il a présenté le rapport, un rapport qui a posé les jalons de la démocratie béninoise. Son nom reste gravé dans les annales de l'histoire politique du Bénin. Les mérites de celui qu'on appelle à tort ou à raison professeur lui ont valu des entrées dans plusieurs cercles d'élite. Albert Tevoa Idré est membre correspondant de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique, membre du Club de Rome et de nombreuses sociétés savantes. Il a même reçu la distinction honorifique des Palmes académiques françaises. Sa résidence privée de Djeregbé vers Porto-Novo, baptisée le refuge du pèlerin, abrite régulièrement des groupes de réflexion. Albert Tevoa Idré est un consultant international très sollicité et auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages, dont 2 préfacés par Alioune Diop et Léopold Sédar Senghor. Ses plus célèbres écrits sont les essais « La pauvreté et richesse des peuples »,« L'Afrique révoltée »,« Mes certitudes d'espérance »,« Le bonheur de servir » et « Ici c'est le Bénin ». Le consultant, enseignant, chercheur et essayiste a été la cheville ouvrière des politiques de développement de plusieurs gouvernements au Bénin. L'opinion publique a toujours affirmé qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Dans son ouvrage, professeur Albert Tevoa Idré, entre masque et visage, Albert Kiki a écrit, je cite, « Albert Tevoa Idré représente, au-delà de son Bénin natal, un réservoir de connaissances et une source de sagesse pour la jeune génération d'Africains de ce siècle marqué par des turbulences de divers ordres. Homme accompli, il est un véritable sujet de recherche transversale pour le développement intégré de l'Afrique nouvelle. » Fin de citation. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, nous recevons un observateur de la vie publique pour un exercice de témoignage. Noël Alagbada, ancien directeur de publication du journal Erouzou, aujourd'hui appelé La Nation. Monsieur Alagbada, Albert Tevoa Idré est mort. Dites-nous, quel est votre état d'esprit? Je dois vous dire que quand ce matin j'ai appris l'information, et ça m'a fait un coup. Et je savais, bon, à cet âge-là, il faut attendre à tout moment à ce que l'intéressé puisse partir. Mais quand j'ai appris qu'il est mort, vraiment, je me suis dit, bah,
le patriarche a fini par nous abandonner, par nous laisser. Parce que pour moi, c'est un patriarche, sinon un des derniers patriarches de la vie politique béninoise qui est parti. Et je voudrais vraiment, vous me permettez de Allez-y. Féliciter le travail que vous venez de faire, ce travail de documentation, pour essayer déjà de présenter le maximum d'informations au peuple béninois sur celui que nous venons de perdre. Parce que la qualité du travail, vraiment, je ne peux pas ne pas le saluer. En si peu de temps, et l'ORTB a réussi à nous sortir tous ces éléments-là. Je pense qu'il faut le souligner. Alors, vous venez de le dire, il y a une multitude d'informations sur le professeur Albert Tivoy Djere. Finalement, on se demande qu'est-ce qu'on doit retenir de l'homme. Oui. Donc, ce qu'on doit retenir de l'homme, c'est quelqu'un, c'est un homme politique entier. Quand je dis entier, il va jusqu'au bout de ses idées. Et on peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer. Mais en politique, c'est quelqu'un qui ne fait pas dans la demi-mesure. Et bon, certains parleront d'opportunisme, certains parleront de calcul. Moi, ce que je retiens de lui, et depuis que j'étais étudiant, et pour ces 30 dernières années, parce que moi, il faut dire que c'est quand il est rentré pour la conférence nationale que j'ai vraiment pu suivre l'homme politique qu'il est et sur le terrain. Donc, je pense que ce que les Béninois doivent retenir de lui, c'est qu'ils perdent un des acteurs politiques majeurs de leur vie nationale. Et maintenant, à travers tout ce qu'il a posé comme acte, tout ce qu'il a dit, les concepts qu'il a sortis, et c'est peut-être le moment de nous asseoir pour dire, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Bon, moi, je me rappelle la première fois que je me suis intéressé à lui, c'est quand j'ai lu un de ses livres qu'on trouve maintenant, La pauvreté, richesse des nations. Et puis, bon, quand il est revenu, ces concepts comme le minimum social commun, et je n'oublie pas, et sa phrase, tout à l'heure je l'ai écoutée, nous avons vaincu la fatalité. Mais souvent nous avons vaincu la fatalité, mais on oublie qu'il a dit au travail. Pour vaincre la fatalité, il faut travailler. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un du point de vue des idées. Vous l'avez souligné aussi dans vos éléments. C'est maintenant que je me rends compte aussi que c'est le dernier des trois que nous, en tant que jeunes étudiants, on avait connu du mouvement national de libération, à savoir son frère et compatriote Jean Pliat, plus le Burkinabé, le Kizerbo. Cela, je l'avais même oublié. Bon, il y a le dernier parmi eux. Donc, pour moi, les Béninois aujourd'hui, bon, au-delà de tout ce que nous pouvons penser par rapport à ce qu'il a fait, et nous perdons un homme politique qui, pour l'établissement de l'état de droit, ça, moi, je le dis de façon... Bon, ça, c'est mon approche à moi. Et il a eu, après la conférence nationale, et au moment de la première législature de l'Assemblée nationale, en 1991, très tôt, il a eu l'attitude, disons, d'opposant par rapport au gouvernement qui était là. Moi, je pense que c'est par conviction qu'il s'est comporté ainsi. Justement, on l'a appelé l'homme de conviction. Oui. Et vous m'aviez confié que vous aviez écrit un article sur l'homme. Oui. Et dans l'article, vous vous demandiez s'il pouvait réussir un jour à quitter la politique. Et finalement, est-ce que, à votre avis, le professeur Albert Tivoy Djere a réussi à quitter la politique? Non, je pense qu'il ne pouvait pas quitter la politique. Oui, c'est en juillet 2013, à ce moment, j'officiais encore
Au journal et au journal L'Autre Quotidien. Voilà. Quand il a annoncé qu'il rentre dans les ordres, moi, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais non. Cet homme, est-ce qu'il peut quitter la politique? Et j'ai fait une réflexion où, j'ai essayé de revenir sur son parcours d'acteur politique hors pair du pays. Et ma conclusion à moi, c'était que il a la politique chevillée au corps. C'est comme un prolongement de son corps. Et quand il va se sentir interpellé par un problème national qui se pose, il ne pourra pas s'empêcher de ne pas réagir. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et parce que il a, à un moment donné, il se dit que par rapport à tel fait, que nous pouvons peut-être, nous, en tant que citoyens, pensons que c'est un fait qui est sans conséquence, mais lui réagit. Parce que moi, je me rappelle que je l'ai vu dans la rue de Cotonou, à propos, bon, ça a choqué des gens, mais il faut comprendre en ce moment, à propos d'une pression d'évacuation sanitaire, la première dame d'alors, ou peut-être les conditions dans lesquelles cette évacuation-là devait se faire n'étaient pas très claires. Il s'est opposé, non seulement il s'est opposé au Parlement, mais il n'a pas hésité à venir dans les rues de Cotonou pour distribuer des tracts. Bon, ça peut choquer des gens, mais j'ai dit, c'est l'homme ça, c'est l'homme te veut dire en entier. Et aujourd'hui, qui n'est plus là, je pense que on peut laisser de côté toutes les subjectivités pour se demander qui il est vraiment. Mais ce que moi je retiens, c'est que c'est quelqu'un, et je pense que ça doit être le propre d'un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des controverses. Et il est même prêt à les susciter pour mieux se faire comprendre. Alors, il faut rappeler aussi que Albert Tévoïdjre n'a pas été que politique. Non, ça là, effectivement, ça, c'est un grand intellectuel. Un des premiers grands intellectuels, je peux dire, du Dahomey post-indépendance. Et ça là, c'est un autre aspect. Il appartient maintenant peut-être à l'université. L'intellectuel Albert Tévoïdjre. Il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup prononcé, et je pense que ce volet de sa personnalité aussi nous interpelle par rapport à ce qu'il a laissé comme écrit et par rapport à ce qu'il a dit. Et je songe aujourd'hui à des collègues dont il a contribué à faire la carrière. Ça doit se savoir, qui étaient des jeunes qu'il a découvert. Moi, dans ma promotion, lui n'est pas rentré, il a fait toute sa carrière au sein du système des Nations Unies. Et M. Arnaud Akodjenou, je crois savoir que c'est lui. Et même notre actuel ministre des Affaires étrangères, il semble qu'il fait partie des jeunes qu'Albert Tévoïdjre a découvert et à qui il a mis les pieds sur l'étrier, comme on le dit communément. Alors, on peut donc dire que Albert Tévoïdjre s'est immortalisé lui-même par les actes, les actions qu'il a eu à mener lors de sa vie. Et qu'est-ce que le Bénin peut faire en retour pour immortaliser cet homme? Non, comme vous l'avez dit, je pense que Albert Tévoïdjre, il a posé des actes qui vont même au-delà du Bénin. Il a déjà posé des actes qui partent pour lui. Bon, on peut dire en bien comme en mal. Il y a des actes qu'on va trouver controversés. Bon. Maintenant, qu'est-ce que le Bénin peut faire pour l'immortaliser? Non, ce que le Bénin peut faire pour l'immortaliser, je pense que dans ce genre de trucs, peut-être qu'on crée des prix. On crée des prix. Des gens habitent des lieux de leur enfance, des lieux où ils ont travaillé, qu'on transforme en musée, où on voit comment ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé. Et vous avez raison de dire ça, parce que ça manque dans nos pays, parce qu'aujourd'hui, si on cherche des traces de notre ancien premier président, on n'en trouve nulle part.
Merci beaucoup, Monsieur Noël Alagbada, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de publication du journal Eouzou, aujourd'hui La Nation. Merci encore d'être passé. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir fait témoigner parmi les premiers pour cet grand événement. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Alors, Albert Tevoy-Dre a un parcours d'étudiant, de fonctionnaire et d'homme politique. De son influence dans chaque domaine rejaillit une flamme d'activisme passée ici en revue par Henri Fachinant. L'activisme d'Albert Tevoy-Dre est mis en évidence à l'université en France en tant que dirigeant de mouvements estudiantins. Cofondateur de Mouvement africain de libération nationale, il a également été un ancien dirigeant de la FEANF, c'est-à-dire la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Albert Tevoy-Dre participe activement au mouvement des jeunes Africains engagés pour la décolonisation de leur pays. Après l'indépendance du Dahomey, la présence de Tevoy-Dre au gouvernement comme ministre de l'Information est la preuve de sa présence en politique. À partir du 1er janvier 1984, il se consacre exclusivement à l'Association mondiale de prospective sociale, AMPS, créée en 1976 sous son impulsion à l'issue du colloque mondial sur les implications sociales d'un nouvel ordre économique international. L'activiste social prend ainsi son envol. Sur ce plan, Albert Tevoy-Dre est l'auteur de plusieurs études sur le développement politique, économique et social en Afrique. Son livre « La pauvreté, richesse des peuples » où il met en évidence l'idée du contrat de solidarité, a reçu le prix de la vie économique en 1980 à Paris. Une façon pour lui d'inviter le monde à une nouvelle vision de la pauvreté. Il collabore activement au programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, notamment en ce qui concerne les dimensions culturelles et sociopolitiques de la pandémie du sida. Tout ceci l'amène à la conférence des forces vives de la nation de février 90 dont il a été le rapporteur général. Une responsabilité due à son talent d'activiste social, conciliateur intellectuel. L'homme revient donc en politique et reçoit le surnom de Renard de Djeregbé. Le retour au pouvoir de Kérékou en 1996, l'arrivée de Boni Yayi en 2006, la réconciliation entre Boni Yayi et Patrice Talon à Abidjan sont autant de faits politiques résolus au cœur desquels l'ancien médiateur de la République est présent. Chaque action qu'il pose est tout aussi à son avantage. Certains, le connaissant, confirment cet aspect de l'homme. Mieux vaut avoir avec soi le renard que de l'avoir contre soi. Rapporteur de la conférence nationale, Albert Tevoy-Dre a occupé plusieurs fonctions au Bénin et à l'international. Pierre Metenhoué, professeur d'histoire à la retraite, se souvient de son parcours. Il est au micro de Ariane Da Silva. Je tiens d'abord à saluer sa mémoire parce que c'est un ancien du Dahomey du Bénin qui s'en va, qui est parti. Et il a fait du bien à beaucoup de gens dans ce pays. Je sais qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la personnalité qu'il a été, mais c'est l'un de nos compatriotes qui s'en va. Je prie le Seigneur de l'accueillir dans sa paix. Je crois qu'il faut remonter à sa jeunesse. Vous savez que c'est un ancien du séminaire Saint-Gall de Ouida et que donc sa vocation de devenir prêtre n'ayant pas abouti, je pense que ce qu'il a reçu du séminaire l'a profondément marqué et il est resté très proche des hommes et déterminé à se battre pour que chaque homme retrouve sa dignité, sa liberté. Et donc, sur le plan politique, déjà comme étudiant à Dakar, puis à Paris, il était dans des associations qui luttaient pour l'indépendance, puisque nous étions encore sous le joug colonial français. Et
assez vite, lorsque l'indépendance a été acquise et qu'il est rentré dans son pays, le Dahomey de l'époque, le Bénin d'aujourd'hui, qui s'est mis à enseigner, il n'a jamais laissé de côté son engagement politique. Et Maga était président de la République. Donc, dès 1962, je crois, il a été nommé membre du gouvernement. Il était secrétaire d'État chargé de l'information essentiellement. Donc ça, c'est son premier poste. Il était à ce poste lorsqu'il a été appelé à l'Union africaine et malgache, l'UAM, qui venait d'être créée, et il est donc parti. Il est parti, il a fait l'international, si on peut ainsi dire. Puis il a atterri au Bureau international du travail, où il a passé un certain nombre d'années. Alors, pour revenir à ses fonctions politiques au Bénin, il faut attendre l'arrivée ou le retour de Kérékou au pouvoir en 1996. Et vous savez que son parti, enfin, notre cause commune, le NCC, avait été un des premiers partis à proposer à Kérékou de revenir au pouvoir en 1996. Et donc, à la fin des élections de 1996, lorsque Kérékou devait faire son premier gouvernement, il a, je crois, insisté pour en être membre. Et Kérékou l'a nommé ministre du Plan, chargé de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi. C'est là qu'il a beaucoup insisté sur ce qu'il appelait le minimum social commun et qu'il a pris un certain nombre d'initiatives pour parvenir à ce minimum social commun. Ça n'a pas beaucoup prospéré après, mais en tout cas, lui, il y croyait profondément. Il était devenu une espèce d'expert en matière d'élection présidentielle. Vous vous souvenez que chaque fois qu'il y avait élection, des gens le consultaient, disent qui va être élu. Et il annonçait ses propositions et souvent, sauf la dernière fois, eh bien, c'était ce qu'il annonçait qui arrivait. Autre actualité dans ce journal, 6,4%, c'est la projection de croissance pour le Bénin pour l'année 2019. Tirée par l'agriculture et le transport, l'annonce a été faite par le chef de mission du Fonds monétaire international pour le Bénin. À l'issue de la 5e revue du programme triennal entre le Bénin et le FMI, il a dévoilé à la presse les résultats et les indicateurs de performance, jugés très satisfaisants. Suivons ses propos au micro de Renaud Akapo. Nous venons en effet de terminer la 5e revue du programme de 3 ans entre le Bénin et le FMI et nous sommes parvenus à un accord sur les grands axes de la politique économique. Les résultats du programme continuent d'être très satisfaisants. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%, avec une croissance forte tirée par l'agriculture et le transport. Ensuite, une grande partie de notre discussion a été sur le projet de budget 2020 et sur un accord sur les mesures qui seraient sous-jacentes à ce projet de budget. Nous nous félicitons que les autorités aient décidé de cibler un déficit de 1,8% du PIB en 2020. C'est un déficit bas, un déficit qui est nettement en dessous du plafond régional de 3%. Nous félicitons également des efforts de mobilisation des revenus qui sont prévus pour l'an prochain. Ces efforts de mobilisation du revenu permettront de financer des projets de développement et aussi d'améliorer la capacité à rembourser la dette. On a aussi noté que le ratio de la dette sur PIB était stable cette année, elle est diminuée l'an prochain, ce qui est une très bonne nouvelle et ça découle de la très bonne, prudence budgétaire et des bonnes conditions macroéconomiques.
Un point sur lequel il faudra rester vigilant à l'avenir est la composition de la dette. La part de la dette extérieure dans la dette totale a augmenté ces dernières années, en partie du fait de l'eurobond. Ces endettements extérieurs ont été bénéfiques, ils ont permis de diminuer la charge de la dette, d'allonger la maturité de la dette, mais ils créent aussi de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Et nous saluons les efforts des autorités pour mettre à jour leur stratégie de moyen terme de la dette et continuer les réformes dans l'agence de gestion de la dette publique. Les résultats de la 5e revue du programme triennal entre le Bénin et le FMI augurent donc d'un lendemain meilleur pour le Bénin. Également présent à ce point de presse, le ministre de l'Économie et des Finances a tiré 2 messages clés de l'annonce faite par la mission du FMI au Bénin. Suivant un extrait des explications données par le ministre Romia Nwadayi au micro de Renaud Akapo. Je pense que nous pouvons retenir 2 messages clés de ce qui vient d'être présenté par le chef de la mission du Fonds monétaire international. Le premier message, c'est que le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, après revue, le programme se porte bien, les résultats sont très satisfaisants. Donc, résultats très satisfaisants, premier message. Et le deuxième message, c'est que l'économie du Bénin se porte bien. On a une croissance qui reste dynamique et robuste, malgré des chocs exogènes, notamment le choc lié à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Alors, ces 2 éléments ne sont pas le fait, bien entendu, du hasard. Si je prends le premier élément, donc, qui est lié au résultat des travaux, je voudrais juste rappeler que le gouvernement a choisi de faire appel au Fonds monétaire international dans sa volonté d'avoir un œil externe, un œil critique, qui vienne regarder la manière dont les finances publiques, ce qui appartient à la collectivité, la manière dont tout cela est bien géré aujourd'hui, mais également la manière dont tout cela est bien géré pour les jeunes béninois de demain. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu un programme avec un certain nombre de mesures, un certain nombre d'actions à prendre et qui sont trimestriellement vérifiées. Et donc, c'est quand même réjouissant qu'après les vérifications, pour la 5e fois de suite, que nous ayons des résultats qualifiés de très satisfaisants. Et je note que très satisfaisant, je pense que sur l'échelle du Fonds monétaire international, il n'y a pas mieux que très satisfaisant. Sinon, nous aurons ambitionné d'aller chercher la notation au-delà de très satisfaisant. Donc voilà le premier sentiment sur le premier message à retenir. Sur le deuxième message, je pense que c'est quand même assez important, les conséquences liées à la fermeture des frontières avec le Bénin. Mais moi, ce que je veux surtout retenir, c'est que nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'une des plus fortes croissances, l'une des plus fortes taux de croissance en Afrique. Et ça, c'est le résultat de toutes les actions et réformes qui sont menées par le gouvernement depuis 2016. Je veux citer par exemple les actions qui sont menées au niveau de l'administration pour notamment la modernisation des régies financières, la douane, les impôts, qui permettent, malgré donc les chocs exogènes, de sécuriser nos recettes et de garder les niveaux de recettes à un niveau acceptable. C'est également le fruit des réformes qui visent à la diversification et à la transformation structurelle de notre économie. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de toutes les actions que nous avons commencées en 2016. Quand vous prenez les grands contributeurs donc, à la croissance, vous apercevez que sur le secteur primaire, par exemple, vous regardez l'agriculture, le coton, on l'a dit plusieurs fois, vous êtes tous au courant, nous sommes passés premiers producteurs de coton en Afrique. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est le résultat des réformes qui ont été menées dans ce secteur. Mais quand on prend par exemple la filière vivrière, parce que ça touche ce que nous mangeons au quotidien et ça touche le plus grand nombre d'exploitants agricoles, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que grâce aux réformes qui ont été faites, aux investissements qui ont été mis en place, vous notez que sur la plupart des filières vivrières, nous avons une explosion de la productivité. De la même manière, vous prenez les autres secteurs, vous voyez le secteur des BTP, le chef de mission l'a dit tout à l'heure, mais vous passez dans tous les départements du Bénin, il n'y a pas un seul département où vous n'avez pas de grands travaux. Et nous veillons sur ces grands travaux à associer le maximum d'entreprises locales pour qu'il y ait le transfert de compétences, mais aussi pour que nos compatriotes puissent avoir accès à l'emploi, accès en fait à la formation sur les chantiers. Et ça, c'est dans tous les départements. Parfois, vous savez, des choses apparaissent comme des évidences, mais si dès 2016, le chef de l'État n'avait pas mis toute l'énergie pour que, malgré que l'État
soit productif là maintenant, je peux vous assurer que toute rupture de livraison d'énergie de l'extérieur aurait plongé le pays dans une catastrophe économique. Mais comme nous l'avons et que les industries tournent grâce à l'énergie disponible, on ne se rend pas compte de ce que ça aurait pu être si les réformes de ce secteur n'avaient pas été lancées tout de suite en 2016. Donc vous voyez, c'est cette diversification et l'accumulation de performances dans l'ensemble de ces secteurs qui fait qu'aujourd'hui, que malgré un choc externe de cette nature, nous arrivons globalement à avoir une croissance robuste. Vous savez, je ne veux même pas dire de toute l'histoire du Bénin, mais prenons les 20 dernières années, et ça c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Je l'annonçais en titre, la ville de Niki accueille dans quelques jours la fête de la Gani. C'est une retrouvaille des peuples Bo et Batombo du Bénin et du Nigeria. À quelques heures de cette fête culturelle et cultuelle, Michel Dako est allé faire le constat. Niki, à 72 heures de la célébration de la Gani. La vie suit son cours normal. Rien d'inhabituel à première vue. Dans les locaux de l'hôtel de ville, une équipe en séance de travail. C'est le comité d'organisation de la Gani 2019. Nous avons sorti une feuille de route qui tient compte des 2 semaines qui étaient en face de nous. Et nous avons cité un certain nombre d'activités et nous avons cité les acteurs concernés par chaque activité et les délais d'exécution. Nous sommes hier, lundi, nous avons essayé d'évaluer cette feuille de route. Nous sommes déjà à 45% de taux d'exécution. C'est-à-dire qu'il nous reste 55% et nous pensons que les 55% seront atteints d'ici le samedi. On nous indique le site de la foire où plusieurs stands sont déjà occupés. Nous y sommes. Moi, j'ai amené des perles, telles que vous le voyez, des tissus artisanaux et des pailles teintées, mais plus de perles qu'on peut porter sur les tacos. Les soirs, on sent de l'affluence, mais pas encore bien le marché. Seulement ce qui est sûr par rapport à ce que nous sentons, la fête sera belle, nous allons vendre. J'invite les gens de Niki, tout le monde, même dans tout le Bénin, dans toute l'Afrique, de venir voir. Il y a beaucoup de choses que tout le monde ne connaît pas, mais venez découvrir, venez voir et acheter aussi. Autre signe perceptible de la fête, le reprofilage du circuit du parcours rituel. Environ 12 km à réfectionner avant vendredi. L'autre particularité, c'est par rapport au concert géant, où nous aurons une vingtaine d'artistes le vendredi à 17h et prendra fin à l'aube. Autre chose également, il y a le tournoi de la Gani. Ce tournoi a démarré depuis le dimanche. Nous avons 14 équipes en compétition. La finale est prévue pour le dimanche 10 novembre prochain. Nous pensons à organiser une nuit de la Gani. Ça serait le samedi nuit. Après le spectacle géant la veille, il y aura une nuit, des festivals, une nuit qui sera organisée et il y aura des animations qui seront là. À côté du festif et du culturel, le cultuel répond également présent. Spirituellement, nous devons aller voir nos lieux de culte pour demander aux membres de nos ancêtres de nous permettre d'organiser cette fête dans la paix et la tranquillité. Permettre à tous ceux qui vont arriver, qu'ils arrivent à Niki dans la paix et la tranquillité et que cette fête se passe très bien à la fin, que chacun puisse rejoindre sa famille aussi en bonne santé. Que ceux qui sont venus pour faire du commerce arrivent à vendre et faire des recettes avant de retourner. Ceux qui sont venus chercher des bénédictions, des prières de l'empereur, qui reçoivent ces bénédictions dans la paix et la tranquillité et que cela leur soit bénéfique pour cette année. De leur côté, les hôteliers de la localité se frottent les mains. Depuis 2 semaines, tous les lits ont été réservés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir à 13h pour de nouvelles informations.